Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer aujourd'hui notre première séance de téléenseignement, parce que c'est comme ça que l'on dit, donc ou enseignement à distance. Et ici, donc, ce sera donc le chapitre 13, donc, qui suit tout ce qui a été fait déjà en chimie organique, notamment sur les spectres infrarouges et RMN. Et donc là, la suite, c'est l'étude donc de la stéréochimie et ici donc de la stéréoisomérie. Donc comme vous pouvez le voir ici au niveau du titre, voilà, stéréoisomérie. Alors, en fait, c'est quoi la stéréochimie, la stéréoisomérie? C'est l'étude en fait des propriétés des molécules liées en fait à leur structure dans l'espace. Le terme de stéréo fait référence ici donc à l'espace. Donc, en réalité, ce qu'il va nous falloir bien comprendre, c'est ce qui se passe quand on s'intéresse en fait à l'agencement spatial des molécules. Donc c'est le premier sous-titre là ici. Alors je vais faire quelques petits rappels ici assez rapides sur la formulation des molécules, parce que ce sont des choses que vous connaissez. Donc vous savez bien, il existe trois formulations pour les molécules. La formule brute, où bien évidemment les atomes sont positionnés avec en indice les nombres représentant donc leur effectif dans la molécule, si je puis dire. Donc ça c'est la formule classique que tout le monde connaît. Alors c'est très bien la formule brute, mais le problème c'est que ça donne aucun renseignement sur la manière dont sont structurés les atomes entre eux. Ensuite vous avez ici, donc je vais le faire là, la formule donc dite développée qui elle fait apparaître bien sûr toutes les liaisons. Alors, je vais revenir d'ailleurs très rapidement sur ce point là ici. Voilà, donc ce chapitre là ici, structure des molécules, donc c'est ce que vous aviez fait lorsque vous étiez élève de première. Ce document d'ailleurs je l'ai remis sur la plateforme d'École Directe. Donc vous avez ici voilà, le résumé de ce qui vient en fait en amont de tout ça. Alors j'ai bien évidemment pas le temps ici de refaire tout dans le détail. Vous aviez toute une première partie où on reparlait, vous voyez ici, des structures électroniques, ensuite des couches externes ou de valence, des règles de l'octet, etc., etc. Et puis on arrivait ici, par exemple, on voit le schéma de Lewis des atomes. Ensuite, voilà les schémas de Lewis des molécules, là par exemple de la molécule de méthane. Bon. Là, d'autres molécules, vous voyez la molécule de dioxyde de carbone, la molécule d'eau, la molécule d'ammoniac, la molécule d'eau oxygénée, etc. Et je vais directement passer à la dernière ici, par exemple, la molécule de méthylamine. Comme vous voyez ici, méthylamine, CH5N, si je prends sa formule brute. Alors effectivement, ce que vous voyez là, ce que je suis en train de vous montrer au pointeur là ici, eh bien c'est la molécule d'éthylamine représentée selon ce que l'on appelle son schéma de Lewis. Alors dans le schéma de Lewis, bien évidemment, on représente absolument tout. Donc on représente ici, 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 etc. l'ensemble donc des doublés liants que dorénavant on appelle liaison pour aller plus vite, mais également, alors je le représente là ici, les doublés non liants. Alors, dans la formule développée, on décide en fait, tout simplement, de ne plus représenter ces doublés non liants par souci de simplification. Donc si par exemple, hop, comme ceci, je supprime donc le doublé non liant, ce que vous voyez maintenant, c'est en fait la formule développée. Donc la seule différence qu'il y a entre le schéma de Lewis et la formule développée, c'est la présence ou pas du doublé non liant. Donc avec doublé non liant, schéma de Lewis, sans doublé non liant, formule développée. Alors, c'est très bien, le seul petit problème, c'est que quand on a des grosses molécules, bien évidemment, il arrive à un moment donné, c'est un petit peu trop compliqué. Donc on arrive ici à la formule semi-développée, celle que tout le monde connaît, qui est très utilisée, où en fait, on ne fait plus apparaître que les liaisons qui sont entre les atomes autres que l'hydrogène. Voilà. Donc on ne représente plus les liaisons avec l'hydrogène, on représente que les liaisons entre atomes autres. Donc par exemple les carbones oxygène, les carbones azote, éventuellement les azotes avec oxygène, bon, etc., etc. Mais plus du tout les liaisons OH, les liaisons CH, les liaisons NH, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois on met
des petits blocs avec un petit numéro, comme une petite formule brute, donc à chaque fois. Alors ça c'est bien, mais ça finit aussi par être parfois un petit peu lourd, donc je rappelle, on passe alors à la représentation topologique. Dans la représentation topologique, hein, on a déjà vu des exemples, eh bien les carbones ne sont plus représentés, les hydrogènes ne sont plus représentés, bon, sauf quand il y a des exceptions. On fait tout simplement le schéma de la chaîne carbonée au niveau simplement des doublés. Alors bien évidemment, quand il y a des doubles liaisons, des choses comme ça, on les représente. Quand il y a des atomes autres que carbone-hydrogène, on les représente également. Et surtout, on fait très attention au dessin, c'est-à-dire qu'on fait très attention au fait que les carbones doivent se positionner en quelque sorte en zigzag. Et également, quand il y a des ramifications, à ce moment-là, il y a des sortes d'intersections. Donc on repère les carbones aux extrémités, hein, c'est-à-dire que quand vous commencez une représentation topologique, bon, sauf si vous avez un cycle, mais si vous avez une chaîne linéaire, donc aux extrémités, il y a bien donc un carbone, aux angles, hein, c'est les fameux zigzags, et aux intersections quand il y a les ramifications. Et après, bien évidemment, comme il est dit ici, les liaisons avec l'hydrogène ne sont plus représentées, les atomes de carbone et d'hydrogène ne sont plus représentés non plus. Et tous les autres, bien sûr, oui. Alors là, vous avez ici un exemple donc de cette espèce, l'acide 2-amino-2-méthylpropanoïque. Bon, le nom ici, dans ce cas-là, n'est pas à comprendre en termes de nomenclature par cœur, parce que c'est polyfonctionnel, hein, là, ici. Alors là, on voit hein, C4H9O2N, c'est la formule brute. Alors c'est bien gentil, hein, comme je disais tout à l'heure, mais le problème, c'est que ça donne absolument aucun renseignement sur la manière dont c'est structuré au niveau des atomes. Là ici, donc j'y viens, vous avez la formule développée, on voit très bien là ici, donc c'est bien la formule développée et pas le schéma de Lewis parce qu'on n'a pas mis les doublés non liants de l'oxygène ici ou de l'azote, hein, bien évidemment. Effectivement, toutes les liaisons avec l'hydrogène sont représentées. Donc ça, c'est bien la formule développée, très peu utilisée, sauf exception. On en a vu un dernièrement, ça peut être très intéressant, la formule développée, notamment pour identifier en RMN les atomes d'hydrogène voisins, par exemple. Mais mis à part un exemple comme celui-là, c'est pas quelque chose qui est très utile en fait. Alors la formule semi-développée, donc on la retrouve là ici. Alors en réalité, elle est un petit peu brutalisée, si je puis dire, là ici, parce que normalement, en toute rigueur, on aurait quand même dû développer ici, dans cette écriture, donc la double liaison, hein, vous voyez, je la représente ici avec le pointeur, vous voyez, c'est double liaison comme ça, oxygène, et puis là, la liaison OH, hein, comme ça, là, la liaison OH ici. Donc là, ils ont contracté hein, le C double liaison OOH, ils ont directement mis COOH, peut-être par volonté de simplifier encore un petit peu plus, mais normalement, là, on aurait quand même dû développer. Par contre, là, on voit bien à travers les CH3, etc., le NH2, qu'on a bien une formule semi-développée. Et là, ici, la représentation topologique, puisque vous voyez, hein, on n'a même plus la représentation des carbones et des hydrogènes, sauf bien évidemment dans les cas particuliers, comme là, par exemple, ici, les deux hydrogènes du NH2 ou l'hydrogène du OH, qui appartiennent en fait à des groupes fonctionnels spécifiques, on peut considérer qu'il peut être intéressant quand même de les représenter dans ce cas-là. Mais par exemple ici les carbones qui sont là, ici aux extrémités, hein, on avait vu, aux intersections, aux angles, etc. Et bien là on les représente même plus, et bien évidemment les hydrogènes, des CH3, des choses comme ça, on ne les représente plus. Alors, voilà, donc ça c'était pour rappel, hein, c'est des choses que vous connaissez, on a déjà pas mal travaillé ceci. Alors là maintenant on arrive vraiment dans le vif du sujet. Et donc là ici, comme vous le voyez, voilà, c'est la deuxième partie, donc c'est la représentation donc, dans l'espace d'une molécule. Et pour ce faire, donc on va ici utiliser un type de représentation, parce qu'il y a beaucoup de types hein, de représentation spatiale des molécules, et celui qui est au programme, c'est ce qu'on appelle la représentation de Cram. Donc la représentation de Cram, hein, vous voyez ici, représentation donc, de Cram, c'est une représentation spatiale. Voilà. Donc autrement dit, c'est une manière de représenter en fait dans un plan une entité, c'est-à-dire une molécule qui en fait est en 3 dimensions, parce que comme je dis souvent aux élèves, les molécules finalement elles sont comme nous, c'est-à-dire qu'elles sont en 3 dimensions, elles ne sont pas cantonnées dans un plan. Donc voilà, je vais vous présenter en fait avant de reprendre ce qui est noté là ici, je vais vous présenter en fait donc le cas de la molécule de méthane sous forme de modèle moléculaire pour que ce soit peut-être un petit peu plus explicite de comprendre en fait ce qui est noté ici, on y reviendra après.
Alors voilà, donc ici, vous avez une représentation en modèle moléculaire, donc d'une molécule qui est bien connue, CH4. C'est pas tout à fait celle que vous voyez dans le document, mais c'est pas grave. Pour démarrer, on va commencer par celle-là, parce que c'est la plus classique, la plus facile. Généralement, on commence toujours par celle-là quand on fait ce genre de travaux là ici. Alors qu'est-ce que vous voyez, hein? Bien évidemment, CH4, donc je rappelle, vous avez un atome de carbone ici, et 4 atomes d'hydrogène qui sont tout autour, hein, là-bas au fond, ici, ici et ici. Donc, ces 4 atomes d'hydrogène sont disposés dans l'espace aux 4 sommets en fait, d'un tétraèdre régulier, pour lequel l'atome de carbone serait exactement placé donc, ici au centre. Et qu'est-ce que l'on peut voir déjà nécessairement ici? Eh bien que, bien évidemment, une figure dans l'espace, je ne peux pas la représenter intégralement de manière rigoureuse dans un plan, hein, c'est pas possible. Donc il va falloir qu'on fasse une représentation ici simplifiée. Eh bien je vois en fait que j'ai toujours la possibilité de mettre 2 doublés donc, dans un plan. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que là, ici, j'ai représenté donc par cette petite plaque de polystyrène blanche là ici, un plan qui en réalité pour nous serait le plan de notre feuille, c'est-à-dire en fait le plan de l'écran. Donc ici, c'est très important ce que je vous explique ici, le plan de la feuille ou le plan de l'écran ou le plan du tableau, en fait, hein, là où on écrit, hein, on est bien d'accord, c'est cette plaque de polystyrène là ici. Et donc le carton qui est là en bas, c'est un plan perpendiculaire. Alors, effectivement, je vois bien, et d'ailleurs les ombres ici m'aident quand même assez facilement à le voir, que ce doublé donc, qui est là, ainsi que ce doublé qui est ici, sont bien tous les deux contenus dans le plan vertical. J'ai bien la possibilité d'avoir finalement les 2 doublés qui sont là et là, contenus dans le plan vertical ici, c'est-à-dire en fait le plan de la feuille. Donc, quand je dis le plan vertical, évidemment c'est sur la vidéo. En réalité, on est bien d'accord, hein, c'est le plan donc, de votre feuille. Donc ici, c'est le premier point. Alors dans la représentation de Cram, les doublés dits du plan, c'est-à-dire ceux qui sont contenus dans le plan de représentation, le plan de la feuille, le plan du tableau, etc., eh bien vont continuer à être écrits en trait plein, j'ai envie de dire comme on fait d'habitude, on ne se pose pas trop de questions. Alors là où il va y avoir en fait un changement, c'est que on s'aperçoit du coup, et là il faut bien être observateur. Si je constate effectivement que ces 2 doublés qui sont là sont bien contenus dans ce plan, hein, qui est le plan de représentation, le plan de la feuille, ben, je vois à ce moment-là que le doublé qui est là est nécessairement en fait un doublé qui n'est pas dans le plan et qui semble en fait ressortir du plan pour venir vers nous, comme ceci. Vous voyez, là je fais un mouvement hein, qui revient bien vers la caméra, comme ceci. Et en plus, la représentation un petit peu en perspective, hein, qui est là ici, montre d'ailleurs que ce doublé, non seulement vient vers moi, mais il part légèrement vers la gauche, là ici. Donc ça, c'est le premier point à avoir constaté. Hein. C'est-à-dire que le doublé qui est ici semble ressortir du plan de représentation, venir vers moi, hein, ici vers la caméra, légèrement vers la gauche. De la même manière, celui qui est derrière, là ici, on le voit très très bien, il repart vers l'arrière. Hein. Vous voyez là ici, mon stylo, il va bien vers l'arrière, là ici. Et donc, on voit très nettement que ce doublé, lui, en quelque sorte, il est derrière le plan de représentation. C'est comme s'il était derrière votre feuille, en semblant également partir légèrement vers la gauche. Alors la représentation de Cram, en fait, tout est là. Dans la représentation de Cram, en fait, on va représenter de manière différente les doublés selon qu'ils sont dans le plan, devant, c'est-à-dire en fait ressortant du plan et venant dans ma direction quand je regarde ma feuille, ou alors s'enfonçant entre guillemets derrière la feuille. On va les représenter de manière différente. Donc quand ils sont dans le plan, hein, ça je l'ai dit tout à l'heure, on continue à les représenter de manière classique, avec des traits. Ceux qui vont ressortir et venir vers moi comme ça, on va les représenter par une sorte de triangle allongé. Et puis ceux qui sont derrière, je le vois très nettement là ici, voilà, ceux qui sont derrière comme ça, eh bien ceux-là on va les représenter par une espèce de triangle hachuré, ou certains parfois le représentent aussi en pointillé. Alors si on reprend donc maintenant le contenu du cours là ici,
eh bien, qu'est-ce que l'on voit? Alors là, j'ai pris une molécule, hein, comme vous le voyez là ici, qui n'est pas bien évidemment celle de méthane. En fait, ici, c'est la molécule d'éthanol. Alors pourquoi? Parce que je reconnais bien, regardez ici, voilà un CH3, hein, suivez le pointeur, CH3, ici le carbone C, deux hydrogènes qui ont été développés d'ailleurs là ici dans le cadre de cette représentation de Cram, et OH. J'ai donc CH3, CH2 en fait là ici, et puis le OH. Hein, CH3, CH2, OH, c'est donc bien l'éthanol. Alors effectivement, ici, on a décidé de faire une représentation spatiale de Cram, donc ici, pour le carbone qui se trouve là. Alors là, qu'est-ce que l'on voit? Ben, effectivement, vous avez bien deux doublés dans le plan, 1 et 2. Hein, donc je reprends ici 1 et 2, sur lequel sont greffés le CH3, le OH. Hein, donc évidemment ici, tout ceci est considéré comme étant dans le plan. Hein, bien évidemment, je parle en termes de doublés, bien entendu ici. À partir donc de là, on voit bien que vous avez un hydrogène qui vient devant, un autre qui va derrière. Cet hydrogène qui vient devant, il est représenté par ce petit triangle là ici, qu'on n'est d'ailleurs pas obligé de colorer en noir, hein, on peut le laisser simplement en blanc et juste faire les contours. Et puis là, vous avez donc l'hydrogène qui se trouve derrière avec ce triangle là ici, un petit peu plus particulier celui-là, puisqu'il est en hachuré. Donc effectivement, vous avez bien tout ce que l'on vient de voir qui est résumé ici. Une liaison contenue dans le plan de la feuille est en trait plein. Une liaison donc en arrière de ce plan est représentée en triangle hachuré. Et une liaison en avant du plan, on parle bien du plan de la feuille, c'est-à-dire là où vous écrivez, ou en ce moment même le plan en fait de votre écran où se trouve la vidéo, et si vous étiez en cours, ce serait le plan du tableau où l'enseignant fait son cours. Donc voilà, donc liaison avant en triangle plein, triangle hachuré pour l'arrière, et les traits traditionnels pour ce qui est dans le plan. Alors maintenant, on arrive donc à la notion d'isomérie. Voilà, isomérie. Alors là, dans la notion d'isomérie, il faut être très au clair là-dessus, parce que c'est des choses que on a déjà plus ou moins vues, de par le passé, même dès la seconde on vous en parlait déjà, mais parfois de manière, je dirais, très floue. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça, c'est-à-dire par un élément ici volontairement flou pour vous montrer que justement il va falloir vraiment préciser les choses. Donc j'ai mis ici, comme vous le voyez, deux molécules sont isomères si elles possèdent la même formule brute, hein, ça c'est important, vous voyez ici, même formule brute, voilà, mais un arrangement d'atomes différent. Alors ça, bien évidemment, c'est très flou, un arrangement d'atomes différent, parce qu'on peut y voir tout, et je ne vais pas dire n'importe quoi, mais on peut en tout cas y voir beaucoup de choses. Alors, la première nécessité ici, ça va être de différencier deux grands types, hein, vraiment deux grandes catégories initiales donc d'isomérie. Alors la première, c'est en fait celle que vous connaissiez dès la seconde. C'est ce que l'on appelle en fait l'isomérie de constitution. Comme vous le voyez ici, voilà, isomérie de constitution. Alors, cette isomérie donc de constitution, c'est en fait celle que vous connaissiez dès la seconde, sauf que on n'avait pas précisé ce terme ici de constitution. C'est cette idée qui consiste à dire que des molécules sont isomères de constitution si donc elles ont la même formule brute, mais des formules développées ou semi-développées, bien entendu, différentes. Donc, je rappelle, même formule brute, mais formule développée ou semi-développée différentes. Alors effectivement, ça c'est des choses que vous connaissez et dont on vous a parlé de par le passé. Je vais reprendre mon fameux document qui était donc ici celui de la première. Si je descends, d'ailleurs au passage, vous voyez ici, j'y reviens 30 secondes,
l'histoire du tétraèdre régulier avec la molécule de méthane, vous le voyez ici, avec cette belle petite figure que je montre au pointeur, eh bien c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé. Donc à l'occasion notamment de la géométrie du carbone. Donc là, c'est le cas du carbone tétraédrique, mais je rappelle également très vite, puisqu'on en parle un petit peu après, que là, par exemple, ici, dans le cas de la molécule de méthanal, qui est là ici, c'est double liaison OH, H ici, eh bien vous avez, de par la présence de la double liaison que vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle un carbone, donc qui est triangulaire. Bon, je ne reprends pas tout ça dans le détail, c'est des choses que vous avez vues de par le passé, mais j'en profite puisqu'ici, on le revoit. Je referme la parenthèse. Alors, reprenons donc ce que je voulais vous montrer là ici au niveau donc des isomères. Alors, ici, voilà ce que je voulais vous montrer. Vous avez donc ici une même formule brute, C2H6O. Eh bien, C2H6O, il y a deux structures possibles. La première qui est celle-ci, dans laquelle vous voyez qu'on a placé les deux carbones l'un à côté de l'autre. On a pris le premier carbone, on lui a greffé directement le deuxième et l'oxygène à la fin. On a donc un alignement, si je puis dire, CCO. Alors que là, l'oxygène, il est entre les deux carbones, COC. Et après, bien sûr, on complète avec les hydrogènes. On a donc la structure CH3, CH2, qu'on retrouve ici, OH, et ici CH3, l'oxygène tout seul, il n'a que deux liaisons, et CH3. Donc, premier isomère possible, CH3CH2OH, ça c'est l'éthanol, l'alcool éthylique, celui des boissons, consommable, avec modération, vous connaissez le système, mais il est quand même consommable, alors qu'ici c'est le méthoxyméthane, plus connu sous le nom d'éther. Quand vous allez chercher de l'éther à la pharmacie, c'est ça que vous prenez, et celui-là, il faut faire très attention si vous le buvez, parce que c'est un poison. Donc on voit là ici que c'est important de bien avoir compris cette notion d'isomérie. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de différences, parce que ici, c'est pas du tout la même formule semi-développée. Donc c'est ça les isomères de constitution. Il y avait d'autres exemples qui avaient été donnés en cours de première, je ne vais pas tout refaire, mais voilà, ce sont donc des molécules qui ont la même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. Alors, parfois, ce que je dis aux élèves, c'est un petit peu comme une question de ressemblance. Souvent, l'analogie, l'image que je donne, c'est les ressemblances qu'on peut avoir dans une famille. Si vous prenez par exemple des cousins, eh bien, on peut considérer que des cousins, ils ont un certain nombre de points communs, mais ils ont des points communs pas aussi aboutis, si je puis dire, pas aussi élaborés que si on prend des frères et sœurs, ou si on prend carrément des vrais jumeaux, des vraies jumelles. À partir de là, eh bien, on peut quand même trouver quelques points communs. Par exemple, on peut toujours dire que les cousins, ils ont l'un de leurs parents qui sont frères et sœurs, et puis ils ont les mêmes grands-parents. Bon, mais mis à part ça, ça va pas beaucoup plus loin. Donc il y a quelques ressemblances, il y a quelques points communs, mais voilà. C'est ce qu'on pourrait dire un petit peu ici. C'est-à-dire que des isomères de constitution, ce serait un petit peu comme des cousins, si on prend cette image. Mais vous avez des molécules, voilà, qui sont qualifiées donc de stéréoisomères. Alors ça, c'est quelque chose que on avait déjà vu de par le passé, à travers un exemple qui est très 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 classique. C'est ce que l'on appelle ici le but de N, où en fait, si on écrit, alors je ne l'ai pas fait là ici, mais vous reprendrez aussi les cours que vous aviez de par le passé, puis de toute façon, dans le TP sur la diastéréoisomérie, on en avait déjà parlé. Eh bien, effectivement, il y a deux agencements, deux organisations spatiales possibles pour le but de N. Le but de N, il y a donc 4 carbones. Alors, je vous les montre. 1, 2, 3, 4. Idem ici. 1, 2, 3, 4. Mais vous voyez que la manière dont on a dessiné ici cette chaîne carbonée n'est pas tout à fait la même. Donc, on voit que la double liaison ici est au milieu, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le but de N, la double liaison est entre le carbone 2 et le carbone 3.
idem ici. Donc si je devais effectivement écrire la formule semi-développée, ben, j'écrirais CH3-CH, double liaison CH-CH3. Idem là ici. Mais on voit que l'agencement spatial est différent. Alors souvent, ce que je dis aux élèves, c'est d'essayer de repérer la double liaison et les deux hydrogènes. Alors, on peut avoir des substituants très différents de part et d'autre, et on a des méthodes, bien évidemment, pour pouvoir trouver ce qui va être E, ce qui va être Z, etc. Mais généralement, au niveau lycée, on va toujours vous mettre dans une situation où il y aura toujours deux hydrogènes ici. Alors là, il se trouve qu'il y a deux substituants carbonés qui sont identiques, hein, deux CH3 ici. On pourrait éventuellement avoir un CH3, mettons là, et quelque chose de plus compliqué ici, mais a priori, au niveau terminal, il y aurait deux hydrogènes ici. Eh bien, on voit que dans ce cas-là, si on se limite à ça, ben, on voit que là, on a un dessin qui présente une sorte de symétrie centrale. Hein, vous voyez là où je mets le pointeur. Alors qu'ici, si je prends, même chose, les deux carbones en double liaison et les deux hydrogènes ici, eh bien on a une sorte de symétrie axiale. Vous voyez que je dessine ici l'axe avec le pointeur. Parfois, on peut y voir ici un dessin en chaise ou en fauteuil. Enfin bon, bref, c'est plus une chaise longue d'ailleurs, mais enfin bon. Et là, une sorte de coque de navire. Alors surtout si on regarde de l'autre côté, parce que là, ce serait plutôt un navire qui aurait chaviré, mais enfin, c'est un petit peu l'idée. Alors quand on a ça ici, ben, on parle de configuration Z, et ici de configuration E. À noter que je viens de parler de configuration, parce qu'effectivement ici, on parlera, hein, ce qu'on développera après, d'isomère de configuration. Autrement dit, ça c'est un exemple hein, qu'on reprendra un petit peu plus loin dans le cours, de molécules qui donc ont exactement la même formule semi-développée. Alors bien sûr, elles ont aussi la même formule brute, mais elles ont un agencement dans l'espace différent. Ben ça, ce serait un petit peu dans mon analogie de famille de tout à l'heure, comme des frères et sœurs, parce que les frères et sœurs, alors, ben évidemment, ils ont les mêmes grands-parents, etc., mais ils ont surtout les mêmes parents. Voilà. Donc le niveau de ressemblance, hein, bien évidemment ici, ben, il est un petit peu plus abouti qu'avec les cousins. Donc c'est ça qu'il faut en fait avoir compris, c'est exactement ce qui est dit donc là ici. Alors, on distingue ici deux grands types de stéréoisomérie. Vous avez tout d'abord la stéréoisomérie, on va commencer par celle-là, dite de conformation, puis la théorie dite de configuration. Alors, la stéréoisomérie, donc de conformation, eh bien, ça consiste en fait à regarder ce qui se passe au niveau des molécules et surtout au niveau des possibilités de mouvement autour donc d'une liaison. Alors ici, vous avez en fait une représentation donc, de modèle moléculaire de la molécule donc d'éthane. Hein, donc c'est le deuxième alcane après le méthane qu'on a vu tout à l'heure. Donc effectivement, ici vous avez deux carbones, C, hein, donc vous avez deux carbones, donc C2, H, donc 2 fois 2, 4 plus 2, 6, hein, CnH2n plus 2, formule brute générale d'un alcane. Donc ici, ça fait bien 6 au total, hein, 2 fois 2, 4 plus 2, 6. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, CH3, CH3. Alors, effectivement, ici, je vois que eh bien, j'ai donc une disposition spatiale donnée qu'on peut représenter donc ici de cette manière. Je vais légèrement la décaler comme ceci ici. Et là, je vais vous montrer en fait une deuxième possibilité ici d'agencement donc spatial. Voilà, alors je vais légèrement décaler comme ceci pour peut-être un petit peu mieux voir, légèrement tourner la caméra peut-être. Voilà, comme ceci. Alors, je pense que là, eh bien, vous voyez donc la différence. Alors tout d'abord, le point commun, c'est qu'on a bien la même formule semi-développée. Hein. Si je l'écrivais, j'ai bien CH3-CH3 dans les deux cas. Mais je vois que l'organisation spatiale des éléments n'est pas
donc le même, puisque là ici, tandis que de ce côté-là, j'ai deux atomes d'hydrogène posés sur le plan idem ici, et bien là, j'en ai deux posés sur le plan, un seul donc de ce côté-là, et deux autres qui repartent donc vers le haut. Alors maintenant, si je tournais en fait les molécules, qu'est-ce que je pourrais en quelque sorte voir? On voit ici, donc tout à fait de manière évidente, que dans le cas, bien évidemment, qui se trouve ici, eh bien, on voit que en quelque sorte, les doublés ici eh bien, se confondent, hein, celui de derrière est masqué par celui de devant, idem ici, idem ici. On parle d'ailleurs de conformation éclipsée. On dit bien ici conformation et surtout pas configuration. Donc on parle de conformation éclipsée, alors qu'ici on parle de conformation décalée, puisqu'on voit là ici que les 6 doublés, hein, finalement, sont pas du tout masqués les uns par rapport aux autres et qui en quelque sorte une espèce de schéma donc en quinconce. Alors si je reviens ici donc à la conformation d'une molécule, qu'est-ce que je peux voir? Eh bien ici il est noté que les conformations en fait d'une molécule correspondent aux différents agencements spatiaux, agencements spatiaux là ici, de ces atomes sans nécessité donc de rupture de liaison. Ça, c'est très très important. Sans nécessité de rupture de liaison. Conformation, il n'y a pas de nécessité de rompre une liaison. Alors, ces différentes conformations sont obtenues tout simplement par des rotations libres, ici, autour donc de simples liaisons. Et on peut voir en fait ici sur ce schéma que pour passer de cette conformation à celle-ci, à celle-ci, à celle-ci, eh bien on ne fait simplement qu'une rotation ici autour de la liaison carbone-carbone, comme c'est illustré sur le document que vous voyez là. Donc, il faut différencier la rotation de la molécule autour d'un axe, hein, bien évidemment, de la rotation autour d'une liaison. Donc ici, ce qui se passe, c'est que si vous prenez donc cette molécule, je suppose ici en rouge, vous voyez que c'est la partie fixe, je fais donc la rotation autour de la liaison CC ici, donc cette partie-là va tourner, et à ce moment-là, sans avoir besoin de briser une liaison, par simple rotation autour de la liaison, on passe d'une conformation, ici dite décalée, à une conformation dite ici éclipsée. C'est ce que je vais essayer de vous montrer là ici. Supposons que je maintienne fixe donc le carbone qui est là et que je tourne celui-ci. Vous voyez qu'il suffit simplement de faire une rotation comme ça et je me retrouve bien avec la molécule qui est là. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je peux passer, si vous voulez, voilà, je décale légèrement comme ça, je peux passer de l'une à l'autre, hein, en quelque sorte, simplement par rotation ici, donc autour de la liaison carbone-carbone. Et bien évidemment, si je reprends celle que j'avais ici au début, celle-là qui est là, il suffit simplement que je fasse une rotation voilà, comme ceci, et je retrouve donc la même molécule. Donc en fait, il suffit simplement de faire une rotation autour de liaison pour pouvoir ici passer donc de l'une à l'autre. Alors, les deux conformations ici décalées et éclipsées, voilà, que on a introduit pour illustrer ce type de stéréoisomérie sont, on va dire, les deux plus classiques, hein, éclipsé, décalé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, je vais enlever celle-là, c'est que si je tourne, ne serait-ce que d'un tout petit angle, comme ça, eh bien, je n'ai pas, bien évidemment, encore totalement obtenu celle-là. Mais j'ai obtenu, en quelque sorte, une conformation possible. Autrement dit, à chaque angle que je vais pouvoir ici définir, alors je vais essayer, vous voyez, de tenir comme ça, vous voyez, je vais avoir a priori une infinité, en fait, ici, donc, de conformations, si je modifie de manière totalement continue, comme ça, la valeur de l'angle. Donc c'est pour ça qu'on parle
ici d'infinité d'isomères de conformation. Alors on peut compléter cette notion d'infinité de conformation possible au sein d'une molécule. Vous voyez, c'est ce qui est écrit ici. Il existe une infinité de conformations donc au sein d'une molécule. Donc on peut illustrer ça en fait ici en comprenant aussi un aspect important, c'est la notion de stabilité de la molécule par rapport donc aux conformations. Donc si on reprend le schéma qui est là, vous voyez là vous retrouvez sur le schéma que je montre ici au pointeur les fameuses conformations décalées, éclipsées comme j'avais montré précédemment. Donc, si maintenant on regarde en termes d'énergie, donc je rappelle que bien évidemment pour créer des liaisons, il faut une énergie, c'est-à-dire qu'en fait il y a ce qu'on appelle une énergie de liaison chimique. Eh bien, plus l'énergie nécessaire à la création des liaisons sera petite, plus la liaison sera stable. Donc, autrement dit ici, dans le cas de la conformation décalée, que vous voyez ici en haut, eh bien l'énergie est minimale. Alors que dans le cas de la conformation éclipsée, l'énergie sera maximale. Dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas de la conformation éclipsée, eh bien la molécule sera considérée comme moins stable, en fait, que pour la conformation décalée. Et donc au fur et à mesure que l'on va tourner et qu'on va augmenter l'angle ici de rotation jusqu'à arriver au décalage complet comme ici, eh bien, on aura donc une molécule qui sera de plus en plus stable. Donc, la conformation la plus stable est celle qui correspond bien sûr à la conformation décalée. Alors maintenant, on va passer donc ici au stéréoisomère donc de configuration. Et là, on va reprendre de manière peut-être un petit peu plus détaillée l'histoire de la configuration des molécules, comme vous le voyez ici, de E but de N et Z but de N. Et puis après, bien évidemment, je reviendrai ici sur cette notion, mais à repérer déjà quelque chose de très important, c'est que les configurations donc d'une molécule correspondent à des agencements spatiaux pour lesquels, pour passer de l'un à l'autre, il y aura nécessité d'une rupture de liaison. Et c'est la grande différence, bien sûr, avec la conformation, c'est-à-dire que dans la conformation, on passe d'une conformation à une autre simplement par rotation autour de la liaison, les fameuses rotations, on dit aussi de torsion, comme c'était noté avant, alors que dans le cas de la configuration, on ne peut pas faire ça, il faut nécessairement briser une liaison, opérer une transformation et refaire autre chose pour passer d'une stéréoisomérie de configuration à une autre. Et c'est ce qu'on va voir de manière un petit peu plus détaillée maintenant. Alors voilà, vous avez ici donc une représentation donc du Z but de N. Donc effectivement, vous retrouvez bien ici les 4 carbones, la double liaison bien évidemment qui se trouve ici entre le carbone 2 et le carbone 3. Donc on a bien CH3, CH, double liaison CH, CH3, si j'écrivais la formule donc semi-développée. Et je vois bien donc ici la fameuse configuration, ce qu'on l'appelle comme ça ici, en forme donc de bateau, comme ceci, si je repère simplement donc les deux hydrogènes là et là, et la double liaison. Voilà. Alors, très bien. Maintenant, je vais vous montrer donc la représentation, donc ici, ou la configuration dite E, qui est donc comme ceci. Alors là, bien évidemment, vous retrouvez bien ici également un but de N, j'ai envie de dire quelque part, puisque vous avez bien ici CH3, CH, double liaison CH, CH3, donc c'est bien la même formule brute, la même formule semi-développée, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est bien de la stéréoisomérie, mais on voit ici que l'agencement dans l'espace n'est pas le même. Donc comme on ne peut pas avoir deux molécules
différentes, ici la différence c'est par la répartition spatiale, ayant le même nom, donc on différencie, on dit Z d'un côté et E de l'autre. Donc celle-là c'est la E but de N, comme ceci. Et on reconnaît la fameuse configuration ici en forme donc de petite chaise, hein, ici. Là vous auriez ici la symétrie centrale, alors qu'ici vous auriez la symétrie axiale. Hein, si je représente comme ceci, on voit très bien une symétrie axiale là, ici. Alors, vous allez me dire, oui, bon, tout ça, on connaît, on a déjà vu, etc. Alors, maintenant, pourquoi on dit isomère ou stéréoisomère de configuration, alors que tout à l'heure, on disait conformation? Tout simplement, parce que là, maintenant, si vous voulez passer d'une forme à l'autre, c'est-à-dire, supposons qu'à partir de celle-là, je veuille construire celle-là. Voilà. Eh bien, je n'ai pas d'autre choix, donc, ici, que de rompre au moins une des liaisons qui est là, faire une opération, ici, et ensuite reconstituer les liaisons. Une opération, disons une transformation. Effectivement, je pense que tout le monde peut comprendre que là, j'ai pas la possibilité de tourner, contrairement à tout à l'heure. Hein. Vous voyez, c'est pas possible, je peux pas tourner. Donc la seule chose que je vais devoir faire là, ici, c'est bien rompre des liaisons, ce que je suis en train de faire là, ici, comme ça. Ensuite, devoir faire une modification et reconstituer mes liaisons. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Et là, j'ai bien, effectivement, la possibilité de reconstituer la même molécule que celle que j'avais ici. D'accord? Voilà. Hein, je retrouve bien exactement la même que celle que j'avais laissée ici. Voilà. Alors ça, c'est absolument capital. On est bien obligé ici de rompre des liaisons, faire une transformation pour passer de l'un à l'autre. Même chose, j'ai ici à la caméra donc le stéréoisomère E. Si je veux retrouver le stéréoisomère Z, eh bien je vais devoir de la même manière ici, oui, je ne peux pas tourner, hein, c'est comme tout à l'heure, donc je vais devoir ici rompre des liaisons, faire une opération, reconstituer mes liaisons, et là je retrouve le stéréoisomère, donc ici Z, exactement comme celui que j'avais ici au départ. Vous voyez là ici comme ça, je vous montre comme ça, hop, c'est le même, exactement. Voilà, ici c'est exactement le même. Voilà. Donc j'espère que vous êtes convaincus ici de cette nuance qu'il y a entre les deux. Dans la conformation, il suffit simplement de tourner, faire une rotation autour d'une liaison, de passer d'une conformation à l'autre. Là par contre, pour la configuration, on est obligé donc de rompre des liaisons, faire une transformation et reconstituer les liaisons pour passer de l'un à l'autre. Alors maintenant, on va ici distinguer en fait deux catégories dans la stéréoisomérie de configuration. Alors, si on se résume un petit peu, on peut voir les choses de la manière suivante. C'est-à-dire, rappelez-vous, au tout début, on avait deux grandes catégories à distinguer. L'isomérie de constitution d'un côté de la stéréoisomérie. Ensuite, dans la stéréoisomérie, encore deux nouvelles catégories, conformation d'un côté, configuration. Et maintenant, c'est ce que l'on voit ici, il y a deux nouvelles catégories de stéréoisomérie de configuration. Donc vous avez ici la stéréoisomérie de configuration due au carbone insaturé, donc que l'on appelle diastéréoisomérie ZE. Alors je ne reprends pas tout dans le détail, c'est ce qu'on vient de faire il y a quelques instants. Donc là ici, j'espère que vous avez bien compris. On parle donc de stéréoisomérie ZE et plus précisément de diastéréoisomérie ZE. Et maintenant ce que l'on va voir, alors ça c'est la vraie nouveauté si je puis dire de la classe de terminale, c'est la stéréoisomérie donc dite de configuration des molécules possédant ce que l'on appelle un carbone asymétrique. Alors maintenant, ce qui va être important de bien comprendre, c'est qu'est-ce que l'on appelle ici carbone donc asymétrique. Alors, comme vous le voyez là ici, voilà, carbone asymétrique, eh bien un carbone asymétrique, très souvent on le note C étoile, comme ça, hein, ou avec un petit astérisque. Donc ici,
dès que vous voyez la petite étoile ici à côté du carbone, ça veut dire que c'est un carbone asymétrique. Ou alors, si on vous demande, par exemple, dans une molécule, d'identifier les carbones asymétriques, eh bien, il faudrait donc placer la petite étoile. Hein. J'imagine dans un exercice, un DS, le jour du bac, etc., on vous pose ce genre de questions. Bah, vous allez donc identifier les carbones, et puis, dès que vous estimez voir un carbone asymétrique, eh bien, mettre à ce moment-là la petite étoile. Alors, en fait, un carbone asymétrique, eh bien, c'est un carbone qui est lié à 4 groupes d'atomes différents, que l'on appelle des substituants. Donc souvent, ce que l'on dit aussi, c'est qu'un carbone asymétrique, c'est un carbone qui possède 4 substituants différents. Alors, un substituant, ça peut être un atome tout seul. Par exemple, je pense à l'hydrogène, je pense aussi au chlore, comme on peut le voir d'ailleurs dans les exemples juste après. Mais ça peut être aussi, bien évidemment, un groupe, par exemple OH, par exemple CH3, voire une chaîne. Ça peut être, par exemple, un CH2, CH2, CH3, il peut même y avoir des ramifications, des choses comme ça. Mais l'essentiel, c'est pour que ce carbone soit asymétrique, donc je rappelle que asymétrique, ça veut dire sans symétrie, sans élément de symétrie, eh bien, il faut 4 substituants différents. Alors, prenons ici les deux exemples. Je dois d'abord commencer par le premier. Alors là, en fait, vous avez un exemple de carbone qui n'est pas asymétrique. Donc là, vous voyez, cette molécule s'appelle ici donc le chloroéthane. Eh bien, si je prends le carbone porteur du chlore, là ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ce carbone, eh bien, en représentation de crâne, vous avez ici un CH3, un chlore. Alors vous allez me dire, le CH3 et le chlore, c'est différent, bien sûr, qui sont d'ailleurs ici dans le même plan. Et on voit ici un premier hydrogène sortant du plan, venant vers nous légèrement sur la gauche. Et là, on peut se dire aussi que l'hydrogène, il est différent du chlore, lui-même différent de CH3. Mais par contre, on a ici un deuxième hydrogène, celui qui part derrière sur le côté. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas 4 substituants différents, puisqu'on voit ici qu'on a 2 hydrogènes, donc similaires. Dans un cas comme celui-là, le carbone serait en quelque sorte symétrique, c'est-à-dire qu'on peut trouver un élément de symétrie. En gros, ici, vous auriez, vous voyez, je le représente symboliquement ici, vous auriez un plan, quelque part, il faut le voir dans l'espace, donc un plan qu'on pourrait passer, là ici, comme ça, qui contiendrait, en fait, tout simplement. On peut dire ici que le plan de la feuille, en fait, ou le plan de l'écran, serait en fait un plan de symétrie de la molécule. Voilà, parce que bien évidemment, on pourrait passer comme ça de l'un à l'autre. Bon. En revanche, si on prend maintenant la molécule de chloroéthanol, donc qui est représentée donc là ici, donc je vais remonter un petit peu comme ça. Et bien là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que on a un carbone, bon très bien ici, celui qui porte bien évidemment le chlore, comme tout à l'heure. On a un CH3. Et là, c'est quelque part un petit peu similaire à ce qu'on avait au-dessus, puisqu'on voit que le CH3, le C et le Cl sont en fait dans le même plan. Ici, le plan de... Enfin, les doublés, bien évidemment, sont dans le même plan. Le plan de la feuille ou de l'écran. Et par contre, là ici, eh bien, on voit que pour les substituants qui viennent devant ou qui partent derrière, eh bien, on a 2 choses encore très différentes. Donc là, on voit, c'est représenté en couleur, le CH3 n'est pas la même chose que le Cl, lui-même pas la même chose que le OH, et encore pas la même chose que le H. Donc là, il y a bien 4 substituants différents, et on a bien ce que l'on appelle un carbone asymétrique. Eh bien, en fait, dès qu'une molécule possède un carbone asymétrique, eh bien, elle est qualifiée de molécule chirale. Alors, c'est possible d'avoir des molécules chirales sans carbone asymétrique, mais ça, on ne verra pas. Nous, on verra donc le cas où les molécules chirales sont à partir de carbone asymétrique. Il suffit d'avoir au moins un carbone asymétrique pour qu'une molécule soit chirale. Alors, c'est ce que l'on va voir maintenant, les énantiomères et molécules chirales. Voilà, énantiomères, ici, et molécules, donc chirales. Alors un couple d'énantiomères correspond aux 2 configurations possibles, donc d'une molécule chirale. Une molécule chirale est une molécule qui n'est pas superposable
avec son image dans un miroir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va donc l'illustrer maintenant. Alors pour illustrer en fait cette notion ici de chiralité, c'est-à-dire de molécules chirales, eh bien effectivement, si je prends l'image de ma main, donc ici c'est ma main gauche, bien évidemment, à travers un miroir, donc effectivement ici on a donc ma main gauche, et ici donc on a un miroir, ici, eh bien on voit donc à travers le miroir en fait la main droite, c'est-à-dire que les deux mains, de manière très simpliste bien évidemment, peuvent être considérées ici comme étant images miroirs l'une par rapport à l'autre. Alors généralement pour illustrer cette notion, on présente toujours la quasi-totalité des bouquins cet exemple des deux mains. Donc effectivement on peut dire que les deux mains sont chirales, en ce sens qu'elles sont images l'une de l'autre donc dans un miroir, et donc qu'elles ne sont pas superposables. Alors ça on va bien le vérifier, parce qu'il faut bien être au clair par rapport à ce que l'on dit là ici. Alors effectivement, là j'espère que tout le monde est bien convaincu que quand je regarde l'image miroir donc de ma main gauche, eh bien j'ai l'impression en fait de voir donc ici ma main droite. Alors si je continue avec mon exemple en fait des deux mains, donc la main gauche et la main droite, bien évidemment, qui sont images l'une de l'autre dans un miroir. Bon alors bien évidemment vous ne tenez pas compte des alliances, des bagues et des choses comme ça, on est d'accord, on regarde uniquement les doigts de la main. Eh bien effectivement on voit bien ici que les deux mains ne sont pas superposables, parce que bien évidemment si je fais ça, on voit très bien ici que les mains bien sûr sont absolument pas superposables. Alors les gens ils peuvent se dire ouais mais il suffit de retourner sa main comme ça. Oui, mais si vous retournez votre main comme ça, vous avez peut-être l'illusion qu'on peut les superposer, mais en réalité, vous ne les superposez pas du tout, en tout cas au sens de ce qu'on est en train d'étudier nous, là, ici, pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que, en fait, là, vous voyez la paume de la main, alors que là, vous voyez le revers de la main. Donc, c'est pas du tout la même situation, et il faut surtout pas tomber dans le panneau de se dire, oui, si je retourne, effectivement, je vais pouvoir superposer. En réalité, pas du tout. Ici, on est bien dans une situation où les mains, donc effectivement, sont images miroirs, ça, il n'y a pas de problème, vous l'avez bien vu tout à l'heure, mais elles ne sont pas superposables. Donc les mains sont un exemple ici d'objets qui sont, comme on dit, chiro. Alors ici, donc, je vous montre le cas d'une molécule. Donc ça n'est qu'un schéma, je vais y revenir après, bien évidemment ici, possédant donc un carbone asymétrique, avec bien évidemment le miroir et l'image miroir que vous pouvez voir. Alors je précise tout de suite quelque chose. Ici, dans la représentation que j'ai fait, vous voyez que donc, vous avez le fameux carbone asymétrique, et vous avez 4 substituants donc, qui sont tous différents, un gris, un bleu, derrière ici donc un rouge et là un vert, qui ici dans ma représentation représente bien des substituants, c'est-à-dire que je précise ici, il ne faut absolument pas voir ici une quelconque association avec des éléments, puisque bien évidemment dans les modèles moléculaires, les boules rouges représentent les oxygènes, les boules bleues représentent les éléments azote, noir c'est le carbone, vert c'est le chlore je crois, et de mémoire je crois que le gris ça doit être le soufre ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a rien de tout ça là ici. Les couleurs ne sont utilisées par moi ici que simplement pour représenter le fait qu'il y a 4 substituants donc différents. Donc ici, vous voyez que j'ai bien une représentation donc d'une molécule qui aurait un carbone asymétrique, donc avec ces 4 substituants représentés en couleurs différents. Alors vous voyez l'image miroir là ici. Alors on voit bien évidemment que dans cette image miroir, il y a donc une sorte de symétrie, effectivement, c'est même pas une sorte, c'est qu'il y a une symétrie. Alors ça c'est quelque chose qui malheureusement n'est plus enseigné maintenant, mais qu'on voyait autrefois, c'est-à-dire que quand on prend ce qu'on appelle un miroir plan et qu'on prend un objet dans le miroir plan, l'image donnée, qui est une image virtuelle en fait, dans le miroir plan, est tout simplement le symétrique par rapport à la trace du miroir de l'objet de départ. Alors effectivement, si maintenant, alors c'est ce que je vais faire tout de suite,
J'enlève donc le miroir. Alors regardez bien ce qui se passe. Voilà, donc je vais ici enlever le miroir. Vous voyez, comme ceci. Hop. Et bien derrière, vous avez donc une molécule que j'ai construite, hein, bien évidemment ici, qui est précisément l'énantiomère de la première. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont les deux images miroirs d'une molécule chirale. Alors, je reprends, je vais remettre donc là ici mon miroir. Je pense que c'est assez explicite là ici, vous voyez. Là, je vois bien l'image miroir. Maintenant, j'enlève mon miroir et vous voyez que la molécule que j'ai construite derrière, c'est exactement l'image miroir, c'est les deux énantiomères. Voilà, ces deux molécules sont parfaitement images miroirs l'une de l'autre. Voilà. Alors, si maintenant, donc, je prends donc ces deux molécules, eh bien, effectivement, je m'aperçois qu'elles ne sont pas superposables. À quoi je vais pouvoir le voir? Supposons donc que je prenne la première et que je la présente par rapport à la caméra comme ceci. Et que j'essaie de me dire, je vais essayer d'aligner, de superposer un certain nombre de substituants, comme par exemple ici, les substituants vert, noir et bleu. Eh bien, je prendrai celle-là. Il suffirait que je tourne comme ceci, hein, c'est ce que je pourrais me dire au départ. Voilà, imaginons que je tourne comme ceci, comme je viens de le faire, et je rapproche. Par exemple, je vais le faire là, ici. Eh bien, je m'aperçois qu'effectivement, ça semble fonctionner pour les substituants verts, puisqu'on voit ici qu'ils sont en coïncidence, et bleu. En revanche, pour les deux autres substituants, eh bien on voit ici que ça ne colle pas parce que quand j'ai rouge ici, j'ai gris là ici, et bien évidemment ici on voit que c'est le contraire, rouge-gris, et là ici, gris-rouge, si je puis dire. Donc reprenons, j'ai pris ces deux molécules, je vois qu'a priori, si je cherche une coïncidence, je peux le faire ici, donc au niveau du carbone bien entendu, par exemple pour les deux vertes et les deux bleues. Par contre, pour rouge et gris, c'est l'inverse, ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui peuvent se dire, c'est pas grave, on va essayer de regarder et faire autre chose. Alors supposons par exemple maintenant que je cherche la coïncidence entre par exemple bleu et rouge. Donc là ici je rapporte bleu et rouge. Donc je fais ça. Alors, effectivement, il y a des gens qui vont se dire, a priori là maintenant pour bleu et rouge, ça marche. D'accord? Pour bleu et rouge, ça marche. Je vais ramener un petit peu comme ça. Voilà. Pour bleu et rouge, ça marche. Alors effectivement, pour bleu et rouge, ça marche, je suis d'accord. Les deux rouges ici sont en coïncidence, les deux bleus également sont en coïncidence, mais là par contre, pas de bol, pour les gris et verts, ça ne fonctionne plus. Voilà. Alors après, vous avez beau prendre le problème dans tous les sens, hein. Par exemple, on pourrait essayer d'imaginer maintenant de faire coïncider par exemple les bleus et gris, par exemple, hein, c'est ce que je viens de faire là ici. Vous voyez, là, à nouveau, les deux bleus et les deux gris, hein, pas de problème, les deux bleus, les deux gris coïncident. Par contre, au niveau des rouges et verts, là-bas, c'est inversé, hein, on le voit très bien là ici. Donc, autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez beau tourner la molécule dans tous les sens et faire tout ce que vous voulez ici, vous n'arriverez jamais à trouver une situation dans laquelle les deux molécules se superposent. D'accord? En revanche, si je prends l'une des molécules, par exemple celle-ci, que je brise des liaisons, par exemple comme ceci, que j'intervertis et que je recrée, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, je vois que j'ai la possibilité de retrouver les molécules du début et là de voir une situation où effectivement il y a parfaitement la coïncidence, la superposition. Sauf que vous avez vu, quand j'ai fait ça, j'ai dû briser des liaisons, effectuer une transformation et recréer les liaisons. Donc
dans un autre sens, hein, bien évidemment. Donc c'est bien ici la définition même d'un stéréoisomère de configuration. Ça veut dire que pour passer d'un isomère de configuration à un autre, je suis obligé de rompre des liaisons, d'effectuer une transformation et de recréer de nouvelles liaisons pour passer de l'un à l'autre. Vous venez de le voir là ici. Alors si on reprend donc l'exemple de la molécule de chloroéthanol qui était ici donc dans le cours, eh bien effectivement si je construis donc son énantiomère hein, par l'image miroir, hein, je vais expliquer là ici, eh bien on voit qu'il n'y a pas de superposition possible. Alors concrètement, comment on fait si on vous pose ce genre de questions? Donc par exemple dans un devoir, on pourrait par exemple vous donner cette molécule-là, et on vous poserait la question, alors identifier carbone asymétrique, etc. Et puis après, eh bien représenter, dessiner l'énantiomère, c'est-à-dire ici l'image miroir. Alors, la seule chose qu'il suffirait de faire là ici, eh bien c'est de tracer la symétrie. Donc autrement dit, vous prenez la molécule, très bien, et là vous tracez cette droite, hein, ce segment de droite, plus précisément là ici, qui représente la trace du miroir. Bien évidemment, c'est le miroir vu de dessus. Et à partir de là, l'image hein, donnée par le miroir, eh bien, c'est tout simplement la construction symétrique de la molécule. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les doublés donc, du plan qui sont verticales, puis ici, oblique descendant vers la droite, bah, ça va être vertical, oblique descendant, mais vers la gauche. Ici, donc, le doublé qui vient devant légèrement vers la gauche, bah, maintenant, il devient devant légèrement vers la droite. Ici, derrière légèrement vers la gauche, devient derrière légèrement vers la droite. Et après, on associe les substituants. Donc ici, on aura bien CH3, CH3, Cl qui vient là, le OH qui était ici qui bascule là, et le H qui était là qui vient là. Donc la molécule qui est là, c'est l'énantiomère de celle qui est là. Si on pose ce genre de questions dans un devoir, hein, voilà, de construire l'énantiomère de la molécule proposée, il suffit de faire ça, et si vous le faites convenablement, vous aurez les points. Alors, pour s'assurer effectivement, donc là, quelque part, je reprends des choses que j'ai montrées, en fait, hein, dans le... comment dirais-je, dans l'aspect pratique de ce cours, hein, avec les modèles moléculaires. Eh bien, pour s'en assurer, il suffit de se dire, ben voilà, je vais faire une rotation, ici, autour de la liaison carbone-carbone. Alors, je précise, bien sûr, la liaison carbone-carbone qui est là. Quand on parle de rotation, ici, on parle de rotation de la molécule, hein, pas de rotation de torsion, comme on voyait dans la conformation. Donc là, je tourne la molécule selon, hein, en quelque sorte, un axe, hein, que je représente ici, hein, vous voyez ici comme ça, je tourne autour de cet axe défini par la liaison CH. Et je tourne de 180 degrés. Voilà, je fais un demi-tour. Et bien à ce moment-là, je vais voir ça. Hein, alors ça, c'est un petit truc que vous pouvez essayer de faire chez vous avec des stylos, etc. Vous essayez de tourner, vous prenez des stylos de couleur, etc. Vous essayez de tourner et vous allez voir que si vous prenez ça, hein, vous imaginez par exemple, ben, là, vous prenez, pour représenter vos doublés, allez, vous prenez 4 stylos de couleur, un noir, un rouge, un bleu, un vert, etc. Vous les positionnez comme ça, et puis vous les tournez de 180 degrés, ben, vous allez voir que vous allez en fait obtenir ça. Et dans ces cas-là, ben vous allez vous apercevoir que, alors c'est ce que j'ai reproduit là ici, eh bien vous allez vous apercevoir, hein, ça vous voyez c'est tout simplement la molécule que j'ai repris ici en image, mais pour lequel j'ai enlevé le fond blanc si vous voulez, hein, comme vous pouvez le voir là ici. Eh bien si je prends donc cette molécule là et que je viens maintenant la superposer à celle qui est là, ben, vous retrouvez en fait hein, exactement ce que j'avais montré précédemment, c'est qu'on voit que là, bah, a priori, ça va coïncider ici, il n'y aura pas de problème pour le CH3, pour le Cl. Par contre, pour les H et OH, bah, on voit ici que là, ça ne coïncide plus. Donc à ce moment-là, je suis bien sûr que j'ai donc ici des énantiomères. Alors maintenant, un point que l'on va évoquer là ici, c'est la notion dite de mélange racémique. Alors en fait, c'est quoi un mélange racémique? Eh bien, comme il est dit là ici, un mélange racémique, c'est un mélange équimolaire. Équimolaire, ça veut dire une mole pour une mole, ou 2 moles pour 2 moles. Bref, 50% de l'un, 50% de l'autre, en termes de quantité de matière. Donc mélange équimolaire,
d'un couple d'énantiomères. Voilà. Donc si par exemple, je prends ici ce couple d'énantiomères de la molécule de dichloroéthanediol. Alors ici c'est intéressant parce que je vois que ici, je l'ai fait exprès hein, évidemment parce que ça va être le lien aussi avec la dernière notion que l'on va voir. Ici vous avez un exemple donc de molécule chirale avec 2 carbones donc ici asymétriques. Donc là, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on voit qu'on a un premier carbone asymétrique. Alors, on s'en assure, le carbone que je montre ici au pointeur, il est bien symétrique. Pourquoi ? Ben parce que le OH qui est là n'est pas la même chose que le H qui est ici, n'est pas la même chose que le chlore, et n'est pas la même chose que tout ce bloc-là. C'est-à-dire qu'il faut voir que pour le carbone asymétrique qui est là, le quatrième substituant, en quelque sorte, c'est tout le bloc qui est ici. Donc vous êtes d'accord que tout ce bloc-là, bah, c'est pas la même chose que OH, c'est pas la même chose que H, c'est pas la même chose que Cl. Donc c'est bien 4 substituants différents. De la même manière, si je vois de l'autre côté, le OH ici n'est pas la même chose que le Cl, n'est pas la même chose que le H, et n'est pas la même chose que tout ce bloc-là, qui est bien sûr un substituant du point de vue de celui-là. Je fais l'image miroir, donc là vous voyez c'est la symétrie parfaite, hein, bien évidemment. Alors, bien sûr, là, la présence des 2 carbones asymétriques fait que, du point de vue dédoublé, j'ai bien retrouvé ma coque de bateau, là, ici, hein, il n'y aura pas de problème. Et j'aurai bien, de toute façon, dans les 2 cas, un doublé devant, un doublé derrière, comme ça, un doublé devant, un doublé derrière, ici. Et forcément, je vais le retrouver là. Donc, du point de vue des doublés, ça ne va pas changer. En revanche, ce qui va changer, c'est le positionnement, donc des substituants. Alors, pourquoi ? Parce que je vois que, ici, OH, avec les 2 carbones, là, ici, a priori, ça pose pas de problème. En revanche, je vois bien que ici, ça coince, parce que là, j'avais H derrière, Cl devant, alors qu'ici, c'est le contraire. Cl derrière et H devant. Et là, j'avais H devant, Cl derrière, et là, c'est encore le contraire. Donc, effectivement, si je prenais cette molécule et que j'essayais de la superposer à celle-là, un petit peu comme tout à l'heure, ça pourrait coller pour, bien sûr, les carbones et les OH du haut, mais par contre, ça ne collerait plus pour les H et les Cl. Donc, il n'y a pas de problème. Ici, on est bien dans deux stéréoisomères, donc de configuration, qui sont énantiomères. Pourquoi ? Parce que image miroir l'un de l'autre. Hein. Très très important ce que je viens de dire là ici. Alors un mélange contenant, c'est ce que j'expliquais un petit peu avant, une mole donc de molécules de la première configuration et une mole de molécules de la seconde configuration, ici, eh bien, est qualifié de mélange racémique. Alors maintenant, le dernier point que l'on va voir et qui va être très important ici, c'est cette nouvelle catégorie de diastéréoisomères. Donc en fait, effectivement, pour nous, il y aura 2 catégories de diastéréoisomères. Il y aura les fameux diastéréoisomères ZE hein, qu'on avait vu avant. Donc, je rappelle aussi, dans l'ETP acide maléique, acide fumarique, hein, vous irez le revoir, on était bien aussi dans un cas de diastéréoisomère ZE, hein, entre maléique et fumarique. Là, ici, ces diastéréoisomères, eh bien, ce sont des diastéréoisomères que l'on peut former à partir donc de stéréoisomères de configuration qui ont 2 carbones asymétriques et qui ne sont pas énantiomères. Hein, qui ne sont pas énantiomères. Autrement dit, des diastéréoisomères avec au moins 2 carbones asymétriques sont 2 configurations d'une molécule qui ne se superposent pas, qui ont la même formule semi-développée, etc. Voilà, et qui pour passer de l'une à l'autre, il faudrait rompre une liaison, tout ça, enfin tout ce qu'on a dit. Mais la différence, c'est qu'elles ne sont pas images miroirs, alors que dans le cas des énantiomères, elles sont images miroirs. Alors on va illustrer ça, donc ici, maintenant. Juste avant de commencer, je vais quand même faire une petite précision, parce que c'était très important. C'est que, je reviens un petit peu en arrière, quand on a une molécule chirale avec un seul carbone asymétrique, eh bien il y a forcément une image miroir, l'énantiomère. Et il ne pourra jamais y avoir, dans ce cas-là, de diastéréoisomère. Autrement dit, les diastéréoisomères, ici, en tout cas cette catégorie-là, hein, diastéréoisomère avec carbone asymétrique, n'apparaissent qu'à partir de 2 carbones asymétriques. S'il n'y a qu'un seul carbone asymétrique, il y aura toujours 2 énantiomères et jamais de diastéréoisomères.
Voilà ce que je voulais préciser là ici, c'est important. Alors on va illustrer cette notion de diastéréoisomérie maintenant avec les modèles moléculaires. Alors dans l'exemple que nous voyons maintenant, on a donc une molécule possédant 2 carbones asymétriques. Donc ici, pour se convaincre qu'on a bien 2 carbones asymétriques, eh bien on va prendre le premier qui se trouve ici, et qu'est-ce que l'on voit? On voit un premier substituant, ici, représenté par une boule blanche, indépendamment de la nature présumée des atomes, hein, on est bien d'accord. Les couleurs ne sont là que pour représenter des substituants. Donc un premier substituant, un deuxième, un troisième rouge là derrière, plus tout ce bloc-là, mais on est bien d'accord que tout ce bloc-là compte pour un substituant du point de vue du carbone qui est là. Je répète, tout le bloc qui est ici, tout ce bloc-là, compte pour un substituant vis-à-vis de ce carbone-là. On a donc bien 1, 2, 3, plus tout le bloc, 4 substituants différents. Idem de l'autre côté, puisqu'on voit ici de manière évidente que le carbone qui est là a un premier substituant, le blanc, un autre, le gris, un autre, le vert, plus tout ce bloc-là, qui est donc de nouveau tout un substituant différent. Donc là, il n'y a pas de problème, on a 2 carbones asymétriques. Et on voit dans le miroir, effectivement, que dans ce cas, il y a bien la possibilité d'avoir, donc en fait c'est comme tout à l'heure, donc ici, une molécule image miroir qui, bien évidemment, n'est pas superposable, parce que bien évidemment, regardez bien ce que je fais, si j'enlève donc ici l'image miroir, enfin mon miroir, pardon, eh bien je vais voir effectivement maintenant donc ma molécule, hein, donc je vais le refaire hein, là ici pour que vous soyez bien convaincus. Vous voyez que si je fais ça, j'ai bien ici donc mon image miroir. Si j'enlève, je vais essayer de le faire très vite, hop, bah vous retrouvez bien la même molécule. Alors on voit pas très bien le substituant bleu là ici, mais c'est pas grave, on voit qu'il est bien présent. Et exactement comme ce que l'on avait vu précédemment, on voit que là ici, bien évidemment, ce n'est absolument pas superposable. Je vais essayer de le montrer comme ça. Effectivement, là, vous pouvez voir que peut-être au niveau des blancs en haut, ça marche, mais que au niveau des couleurs, ça ne coïncide absolument pas. On voit bien que au niveau des couleurs bleu, vert, rouge et gris, il n'y a aucune coïncidence. Donc là, on est bien dans une situation donc d'image miroir. Je reprends donc la situation initiale, donc avec l'image miroir. Donc effectivement, là, on voit 2 molécules qui sont image miroir, donc pas de problème, elles sont énantiomères. Maintenant, j'enlève le miroir et regardez bien celle que j'ai constituée derrière, donc avec le modèle moléculaire. J'enlève, attention, hop, comme ceci. Je recommence. Image miroir. Hop, molécule qui est derrière. Eh bien, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que là, je regarde ce qu'il y a dans le miroir et la molécule de derrière quand j'ai enlevé le miroir. Ici, vous voyez que, tandis, bon alors bien évidemment en haut ça ne change pas, on a toujours les boules blanches. Là ici, vous avez le vert, le gris, et ici le rouge, tandis que là, on a le bleu. Je répète, le vert, le gris, tandis que plus derrière, on a le rouge là-bas tout au fond, et là ici, le plus à droite, sur la figure, le bleu. Si maintenant j'enlève, eh bien je vois que c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que là, j'ai toujours donc le vert, le gris, mais par contre, le plus au fond ici, alors que tout à l'heure j'avais le rouge, maintenant j'ai le bleu, et là ici, alors que j'avais le bleu, j'ai le rouge. Autrement dit, je vois que c'est image miroir en quelque sorte uniquement pour cette partie-là, d'accord? Mais pas pour les parties qui sont ici et ici. Autrement dit, ça veut dire que globalement, toute la molécule
en comptant bien sûr les deux carbones asymétriques, eh bien il n'y a pas de relation d'image miroir dans ce cas. Et il n'y a pas de problème. Je veux dire par là, en termes de configuration, on a beau faire tout ce qu'on veut, on n'arrivera pas, en fait, à superposer donc ici les molécules. Parce que par exemple, il y a des gens qui vont se dire, ah oui, mais il suffit par exemple de faire ça. Donc par exemple, je fais ça et je rapproche comme ça. Alors là, ici, il y a des gens qui vont se dire, je vais tourner un petit peu comme ça, vous allez essayer de le voir, qui vont se dire, bon ben voilà, là ici, les deux bleus fonctionnent, hein, c'est-à-dire que là ici, on voit bien superposition des bleus, là derrière, on a bien coïncidence des rouges, ici les blancs, ça marche, les carbones aussi, ah, mais là par contre, j'ai ici plus de coïncidence au niveau des verts et gris, et bien évidemment, c'est le contraire là-bas derrière. Donc autrement dit, quand ça coïncide d'un côté, ça va toujours coincer de l'autre, si vous voulez. Donc globalement, il n'y a pas de superposition. Donc ce sont bien des molécules qui ne se superposent pas, etc., etc., qui donc sont bien des isomères de configuration. C'est-à-dire que pour passer de l'une à l'autre, il faudrait casser les liaisons, etc., etc., tout comme on a dit, mais il n'y a pas de relation ici d'image miroir. Hein, c'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on avait fait avant, dans le cas précédent hein, des molécules ici à deux carbones asymétriques, il y avait cette relation donc d'image miroir, alors que là maintenant, il n'y a plus cette relation d'image miroir. On parle donc, dans ces cas-là, non plus d'énantiomères, mais de diastéréoisomères. Alors il y a des gens qui peuvent se dire, mais finalement, pourquoi faire tout ça? À quoi ça sert en fait de se décarcasser quelque part à identifier toutes ces subtilités? Eh bien c'est tout simplement parce qu'on s'aperçoit en fait que d'un point de vue macroscopique, eh bien ces différentes configurations peuvent avoir des propriétés qui sont très très différentes. Par exemple les diastéréoisomères, alors là ça rejoint ce que l'on avait vu dans le cadre du TP sur les acides maléiques et fumariques, quand on a des diastéréoisomères, alors que ce soit les diastéréoisomères ZE ou ceux-là, hein, avec plus de 1 carbone asymétrique, eh bien on a des propriétés physiques qui sont assez différentes, comme la solubilité, des choses comme ça. En revanche, quand on a des énantiomères, là les propriétés sont très 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 similaires, et pour les différencier, eh bien, il va falloir passer sur des propriétés, comme par exemple ce que l'on appelle le pouvoir rotatoire de la lumière polarisée, des choses comme ça, mais ça c'est totalement en dehors du programme de terminale, qui va donc nous permettre de les différencier. Donc on voit que on a vraiment avec les énantiomères le niveau de ressemblance le plus abouti. Alors ici en fait je vais vous montrer comment on peut tout simplement réaliser en fait donc le schéma comme on dit hein, le plus souvent donc d'obtention si vous voulez des énantiomères et des diastéréoisomères dans le cas donc d'une molécule qui possède donc deux carbones asymétriques. On va se limiter qu'à deux carbones asymétriques parce que si on est à 3, 4, 5, là ça va vite devenir très compliqué. Donc je vais représenter par exemple cette molécule. Donc ici je prends donc un carbone. Alors je vais mettre, vous voyez ici, donc mes deux doublés du plan. Donc comme ceci, donc là ça va repartir là, voilà, comme ça, comme ceci, ici. Là je vais mettre donc un doublé qui vient devant comme ceci, celui qui vient derrière comme ceci, de ce côté-là, voilà. Donc je fais cette représentation, on va dire, traditionnelle comme ceci. Alors supposons que là je mets donc des hydrogènes. Ici, par exemple, je mets un chlore, hein, imaginons. Ici, un groupe OH, alors je vais l'écrire HO comme ça. De l'autre côté, par exemple, je mets ici un NH2, voilà. Et puis, donc, là, par exemple, imaginons, je mets un CH3. Voilà. Donc j'ai bien ici, hein, il n'y a aucune difficulté, donc deux carbones asymétriques, hein, que l'on voit ici comme ça.
Alors effectivement, pour être bien sûr ici, je refais ce petit raisonnement que j'avais fait déjà tout à l'heure, c'est-à-dire que si je prends ce premier carbone ici, je vois que j'ai bien un substituant, un deuxième, un troisième, plus tout ce groupe-là, qui sont bien 4 substituants différents, et ici, même chose, l'hydrogène n'est pas pareil que le CH3, n'est pas pareil que le NH2, et n'est pas pareil que tout ce groupe-là. Donc c'est bien des substituants différents. Si je veux construire donc ici les énantiomères, voilà ce que je vais faire. Je vais tout simplement ici tracer donc le symétrique. Alors vous voyez ce que je fais ici, je vais prendre donc ma règle, faire donc ici une petite ligne comme ceci, et je vais tracer le symétrique. Donc je vais refaire mes 2 carbones, alors par exemple comme ça, hop, voilà, qui resteront bien sûr asymétriques. Et puis, je vais donc, là ici, repositionner comme ceci. Alors bien sûr, au niveau des hydrogènes, finalement, ça ne va pas changer. Là, en fait, je vais bien me retrouver ici avec un doublé comme ça. Mais attention, le doublé qui est là, c'est le symétrique du NH2 qui est là. Donc en fait, là, j'ai bien le groupe NH2. Alors je vais écrire H2N, mais en fait, bien sûr, c'est la même chose. Et derrière, donc ici, j'ai ça, voilà, qui correspond, on est bien d'accord, en fait, à ce doublé-là, hein, vu en miroir. Donc là, ici, je rappelle que ça, c'est un miroir. Voilà. Donc là, ici, j'ai bien le groupe CH3, donc je vais écrire H3C comme ça. Bon, si éventuellement certains écrivaient CH3 et NH2, dans ce cas-là, c'est pas trop gênant, mais c'est surtout, en fait, pour bien montrer que c'est ici le carbone et l'azote qui sont accrochés. Alors, je continue de l'autre côté. Bien sûr, je vais avoir ça. Et ça, bien évidemment, c'est le symétrique de OH. Donc, voilà. Et puis, bien évidemment, derrière, j'ai ici, donc, Cl. Alors là, effectivement, si je prends les 2 molécules que je viens de faire là, ici, eh bien, elles sont donc énantiomères. C'est-à-dire que là, ici, je peux considérer donc qu'entre elles, oui, je vais le représenter comme ça, j'ai une relation donc d'énantiomérie. Je vais mettre E ici comme ça pour énantiomère. Alors pourquoi? Parce que ce sont des molécules qui ne sont pas superposables, etc., 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 comme on avait dit tout à l'heure. Isomère donc de configuration, c'est-à-dire que pour passer de l'une à l'autre, il faudrait rompre des liaisons, etc., etc. On ne le dit que plein de fois depuis tout le début de ce cours. Et elles ont cette particularité, c'est d'être image miroir, comme ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que si je regarde celle-là dans une glace, eh bien, en gros, je vais voir celle-là. Voilà, c'est ce que j'ai déjà montré plein de fois. Donc, pas de problème. Supposons maintenant que je veuille construire un diastéréoisomère. Eh bien, ce que je vais faire, je vais par exemple prendre celui-là, je vais donc le noter ici en dessous. Alors vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc je recommence, je fais ça. Je vais laisser tranquille mes hydrogènes là, quoique d'ailleurs on pourrait s'amuser à changer au niveau des hydrogènes. Mais bon, là ici je préfère le faire sur les autres atomes, ce sera plus simple. Je vais donc laisser comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Puis ensuite, on va voir un petit peu ce qu'on va accrocher. Alors, pour être sûr de construire en fait un diastéréoisomère, eh bien l'astuce en fait elle est là. C'est de dire, je vais laisser ici ou ici, je fais soit l'un soit l'autre. Là c'est un choix à faire. Moi j'ai décidé par exemple de le faire de ce côté-là. Je vais laisser tranquille, si je puis dire, donc les 2 substituants qui sont là. C'est-à-dire que là je vais exactement recopier CH3 et ici donc H2N exactement comme c'était, vous voyez là ici et là ici. Donc finalement tout le groupe qui est là c'est la même chose que tout le groupe qui est là. En revanche, de l'autre côté, là je vais intervertir, c'est-à-dire je vais vraiment permuter les 2 là ici. Donc concrètement, je vais mettre le OH maintenant derrière, tandis que j'aurai le Cl devant.
souvenez-vous, hein, vous pourrez remonter en arrière dans la vidéo pour vous en confirmer. En fait, on a bien cette situation, c'est la toute dernière que j'ai montrée à travers les miroirs, etc. Où, en fait, ici, eh bien, d'un côté, finalement, ça ne change pas. Hein, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment la même chose d'un côté, mais par contre, ça change de l'autre. Donc, effectivement, si c'est pareil d'un côté, mais pas de l'autre, c'est effectivement différent et non superposable, etc. Mais ça n'est plus image miroir. Donc, on a bien ici une relation donc, de dia-stéréo-isomérie. Donc, je vais le noter ici comme ça. Là, vous voyez, j'ai une relation de dia-stéréo-isomère. Alors, si maintenant, je veux terminer, eh bien, il suffit, c'est généralement ce que l'on fait, de reconstruire à ce moment-là, par symétrie, donc, l'énantiomère de ce dernier-là ici que l'on vient de faire. Alors, c'est parti, on y va. Je vais donc mettre ici mon carbone, je place mes doublés, je pense que maintenant c'est bon, vous commencez à comprendre. Voilà, donc je vais avoir ça, hein, bien évidemment ici, la situation particulière des deux carbones asymétriques fait que finalement en termes de disposition des doublés dans le plan droite, gauche, derrière, devant, finalement ça ne va pas changer. C'est simplement les substituants, le positionnement des substituants qui va donc changer là ici. Donc on est bien d'accord, je fais l'image miroir. Alors on ne se trompe pas, le doublé qui est là est basculé là ici. Donc là je vais bien avoir, attention je prends de la bonne couleur, le NH2 là ici. Là, le CH3 qui était derrière ici, par symétrie, je le retrouve là, hein, on est bien d'accord. Là, j'ai de nouveau un miroir. Hein, là, ici, je mets M pour miroir. Donc, CH3 ici. Là, j'ai l'hydrogène, pas de problème. L'hydrogène qui était ici, bien sûr, je vais le retrouver là. Hein, hydrogène ici, je le retrouve là. Le OH qui était ici, je le retrouve carrément là. Donc, voilà. Et puis le Cl qui était là, hop, je le retrouve ici. Donc, c'est parti pour le Cl. Et là, eh bien, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate effectivement que ce sont des molécules qui ne sont pas superposables, etc., etc., mais qui sont images miroirs. J'ai donc ici, à nouveau, une relation entre ces deux-là, donc d'énantiomérie. Donc si vous voulez, là et là, j'ai une relation d'énantiomérie, là et là, j'ai une relation d'énantiomérie. Hein. C'est-à-dire que ces deux-là sont des énantiomères, ces deux-là sont des énantiomères. Par contre, là et là, c'est des diastéréoisomères, et je m'aperçois que là et là, les deux ici, c'est également des diastéréoisomères. Pourquoi? Ben parce que je m'aperçois que j'ai un des deux carbones asymétriques qui a l'ensemble de ses substituants, là ici, placés exactement de la même manière. On voit bien ici le NH2 là, je le retrouve là, le CH3 derrière, je le retrouve aussi derrière là, et dans le plan d'hydrogène qui est ici, dans le plan d'hydrogène qui est là. Alors qu'ici c'est inversé, puisque le chlore est derrière, le OH est devant, alors que là le OH est derrière et le chlore est devant. J'ai donc des diastéréoisomères ici, des diastéréoisomères là, des énantiomères comme ça, des énantiomères comme ça. Et enfin, le dernier truc, c'est qu'on montre ici qu'on a aussi de manière croisée comme ça, ainsi que comme ça, également des diastéréoisomères. C'est-à-dire que cette molécule-là et celle-là sont diastéréoisomères. Cette molécule-là et celle-là sont également diastéréoisomères. Et là, j'ai construit en fait le diagramme, on pourrait dire, de relation énantiomère diastéréoisomère. Hein, c'est tout ce diagramme que vous voyez là ici, quand j'ai le cas de deux carbones donc, asymétriques. Alors, moralité, si je puis dire là ici, c'est que effectivement, dans un cas comme celui-là, hein, molécule qui possède plus de 1 carbone asymétrique, eh bien, on aura certes quelques énantiomères, mais on aura surtout beaucoup plus de diastéréoisomères, puisque là, on a beaucoup plus de molécules qui ont cette relation de diastéréoisomérie entre elles, que de molécules qui ont la relation donc d'énantiomérie.
Alors voilà, donc je vais conclure là ici ce cours par donc la cinquième partie qui reprend exactement ce que l'on vient de voir. Donc relation d'isomérie donc d'une molécule comportant deux carbones asymétriques. Donc une molécule ici comprenant donc deux carbones asymétriques peut comporter des isomères de configuration, voilà, qui sont énantiomères et d'autres qui sont diastéréoisomères. Alors je précise quand même que la construction que l'on a fait avant, d'ailleurs je vais la remontrer, c'est le dernier document de la feuille là ici, on l'a réalisé dans le cas de molécules qui ont deux carbones asymétriques. Parce que bien évidemment, quand on commence à avoir des molécules qui ont 3, 4, 5, etc. carbones asymétriques, ça peut vite quand même devenir très compliqué. Donc généralement ce que l'on fait en terminale, c'est qu'on regarde uniquement le cas d'un seul carbone asymétrique, donc ça j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas trop de questions à se poser, dans ces cas-là c'est forcément des énantiomères, et quand il y aura donc énantiomère et diastéréoisomère, là c'est quand on aura donc deux carbones asymétriques. Alors effectivement, ici on peut voir qu'on peut résumer là ici tout ce que finalement j'ai montré sur la feuille par écrit avec ce schéma. On voit ici qu'on a une molécule où les substituants sont représentés par des couleurs, donc rouge, marron, jaune, rose, bleu, vert. Et on voit donc là ici la construction, donc image miroir, on a bien rouge comme ça, les deux marrons qui sont comme ça, les deux jaunes ici, hop, les deux verts qui se retrouvent aux extrémités, etc. Donc là ici, il y a bien la relation d'image miroir, donc c'est bien des énantiomères. Comme ça, on a bien la diastéréoisomérie. Pourquoi ? Parce que ici, on voit bien que on a rouge, marron, jaune comme ceci, et on retrouve rouge, marron, jaune comme ça. Alors que là, vert, ok, ça marche en haut, mais par contre, il y a interversion ici des roses et bleus. Donc, autrement dit, ça fonctionne d'un côté, ça se superpose ici, mais pas là. Donc c'est pas image miroir, etc. C'est ce qu'on a dit avant, mais c'est pas superposable, donc effectivement pas de problème, c'est des diastéréoisomères. Je refais la symétrie là ici, donc ce qui est là, je le retrouve là, et tout ce qui est ici, hop, je le retrouve à l'autre bout ici. Donc effectivement c'est pas superposable, etc. Et c'est image miroir, donc énantiomère. Là ici je retrouve diastéréoisomère parce que ici maintenant, là et là ça ne change pas. On voit bien rouge, marron, jaune, rouge, marron, jaune. Par contre ici, vert, pas de problème. Et là, par contre, rose et bleu, à nouveau inversé. Donc là, ici, on a bien diastéréoisomère, donc de ce côté-là. Et là, maintenant, si on regarde de manière croisée comme ceci et comme ceci, on a donc également des diastéréoisomères. Voici donc ce qui conclut le chapitre sur la stéréoisomérie là ici. Alors, je vous encourage bien évidemment à retravailler tout ça dans le détail, de reprendre aussi toutes ces vidéos, de faire des retours en arrière, de reprendre tout ça patiemment, peut-être éventuellement alors ça c'est vous qui voyez, soit vous imprimez les contenus que j'ai mis sur la plateforme d'École Directe, soit éventuellement vous pouvez recopier aussi à la main tout ce que je suis en train de faire ici en direct, un petit peu comme si vous étiez en cours. Mais quoi qu'il arrive, ça, je le redis bien ici, vous n'êtes pas en vacances, nous les enseignants, nous ne sommes pas en vacances non plus. Il y a continuité pédagogique, continuité des enseignements. La particularité, la nouveauté, c'est que ici, chacun est confiné de son côté de par l'actualité, et donc on doit travailler à distance. Et donc on a commencé là ici. Donc voilà pour ce cours. Je vais vous laisser bien entendu vous imprégner de tout ça, travailler tout ça, et puis ensuite, on va communiquer via la messagerie d'École Directe. Je vous donnerai des exercices à faire, je vous en posterai également avec des corrigés pour vous permettre de travailler par vous-même et de vous auto-évaluer. Et puis ensuite, dans quelques temps, là aussi je vous préviendrai, je vais quand même vous laisser un petit peu de temps, eh bien je ferai une évaluation là-dessus, vraisemblablement par QCM pour des évaluations assez simples, donc comment dirais-je,
de notions, hein, tout simplement de cours, et puis peut-être après, de manière un petit peu plus élaborée, un devoir qu'il faudra me rendre hein, sous format informatique, donc soit un fichier Word, soit un fichier PDF, ou quelque chose comme ça, donc d'un sujet que je mettrai en ligne, avec bien évidemment toute la limitation que ça a, parce que bien sûr, faire des devoirs à la maison, c'est pas la même chose que de faire des devoirs en DS, mais dans la situation actuelle, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider et puis que ça va bien assurer ici la continuité pédagogique. Donc surtout, 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 on n'est pas en vacances, hein. Vous travaillez, vous continuez votre boulot, hein, là, dès lundi matin, la semaine prochaine, etc. Bah, il va vous falloir continuer à vous lever le matin, comme si vous alliez en cours, etc. Et puis vous allumez votre ordinateur et tout, et puis vous commencez à travailler comme si finalement on était tous ensemble au lycée. Voilà, bon courage à vous, et puis donc suite au prochain numéro. Voilà, au revoir et bon courage.